Merci de nous recevoir chez vous à cette émission à bâton rompu d'un type particulier. Il est très important pour nous aujourd'hui de mettre aux yeux du monde, aux yeux de la planète, les meilleurs parmi nous. Et quand ces meilleurs sont d'origine d'Afrique, rien de plus important et je dirais encore de plus glorieux pour les Africains que nous sommes. Et le monsieur que j'ai décidé de recevoir aujourd'hui est un personnage atypique, jeune, brillant. À regarder son parcours et surtout son CV, on se pose la question de savoir combien de temps a-t-il pris pour acquérir autant d'expérience sur le plan scolaire, universitaire et même professionnel. Il est notre invité dans cette émission à bâton rompu d'un type particulier. À tout à l'heure. Professeur Jean-Emmanuel Pondy, merci de nous accorder cette interview et merci d'être parmi nous. Merci pour l'invitation qui m'a été donnée, je suis très honoré. Votre CV fait de vous un immense intellectuel. Y a-t-il des sujets tabous, professeur, que vous n'aimeriez pas aborder? Il n'y en a aucun. Aucun. Tous les sujets sont à discuter. Première des questions, et nous allons démarrer cette émission. Qu'en pensez-vous de la façon dont évolue le Cameroun? Je pense que le Cameroun évolue par rapport aux autres pays de manière moyennement satisfaisante. Parce qu'on ne peut pas se satisfaire en regardant ceux qui vont moins bien que nous. Ce qu'il faut pour le Cameroun aujourd'hui, c'est de se mettre dans une ligue parmi les meilleurs, se comparer davantage à la Côte d'Ivoire, au Nigeria, à l'Afrique du Sud, au Maroc, qu'à la Guinée-Bissau par exemple. Donc je crois qu'il faut maintenant que nous regardions plutôt vers ceux qui sont à l'avant de la course. Dans votre biographie, professeur, qui est d'une rare densité avec des dates et des événements en pagaille, pour vous, quelle date constitue un moment à part? Pour moi, je crois que c'est plutôt lors de l'apparition de mon premier ouvrage. Parce que je ne considère pas l'accumulation de diplômes comme étant la chose la plus importante. Les diplômes ne sont que une assurance d'un savoir acquis qui a été testé et pour lequel on peut être sûr qu'il est à peu près maîtrisé. Mais ça ne suffit pas. Et l'erreur de beaucoup d'Africains, c'est d'avoir la maladie de la diplômite. Ils s'en tiennent à cela et ils pensent qu'avoir un diplôme, c'est tout ce qu'il y a comme objectif à atteindre. Et pourquoi ce choix de cette date de la sortie de votre premier ouvrage? Parce que c'est l'entrée dans le monde des idées. J'ai la conviction que l'un des problèmes de l'Afrique, justement, c'est de ne pas accorder suffisamment d'importance aux idées. Parce que ce sont les idées qui façonnent, qui structurent et qui approfondissent une action pérenne. Vous ne pouvez pas avancer si vous n'avez pas réfléchi sur ce que vous devez faire avant d'agir. Or, en Afrique, très souvent, malheureusement, c'est pas partout pareil, mais bien souvent, malheureusement, on agit d'abord et on réfléchit après. Et par conséquent, nous sommes amenés à des éternels recommencements parce que l'action n'est pas suffisamment mûrie. On a une sorte de mépris pour la pensée. Or, c'est la pensée qui doit précéder l'action. Partout où des peuples ont réussi, où les civilisations ont réussi aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont pensé leurs actions bien avant d'agir et ça rend l'action pérenne, ça rend l'action profonde et ça l'inscrit dans le temps et dans la durée. Il est notre invité dans cette émission à bâton rompu. Lui, c'est le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Si vous le regardez du Soudan en Nairobi, en passant par Johannesburg, en passant par, je dirais, Libreville, ou encore Brazzaville ou Kinshasa, retenez que nous avons pour nous sur ce plateau un éminent intellectuel d'origine camerounaise. Lui, c'est le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Professeur, sans l'ombre d'un doute, on peut considérer que vous êtes un expert en sciences politiques et en relations internationales, matières dans lesquelles vous avez formé des générations d'universitaires camerounais et même des Africains. Pourquoi n'aspirez-vous pas à diriger le Cameroun ou simplement à y contribuer? Parce que j'estime pour ma part que la division des tâches est importante et il me semble que tous ceux qui aujourd'hui ont du poids et un impact dans le monde ont été formés quelque part, sortent d'un moule. Il n'y a personne qui aujourd'hui est une personnalité publique qui n'ait été dans une école ou dans une faculté
ou dans un centre de formation. Mais c'est fort de tout ça, Donc professeur. ça veut dire que nous participons, peut-être à un stade différent, mais nous participons à créer tout ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire ceux qui gouvernent. De toute évidence, professeur, le Cameroun reste un pays très divisé, avec une classe politique où les gens semblent vraiment se détester. Et en tout cas, courir chacun après des intérêts personnels, comment peut-on honnêtement parler de nation dans ces conditions? Non, moi, mon point de vue est Selon surtout un peu différent. L'expert que vous êtes en politique et en diplomatie, d'ailleurs. Oui, mon point de vue est un peu différent. Mon point de vue est que l'histoire du Cameroun est unique et singulière. C'est l'un des rares pays en Afrique qui, sur le plan technique, n'a jamais été une colonie. Il a été un protectorat allemand, 1884-1916. Ensuite, il a été un territoire sous mandat des Nations Unies, de la Société des Nations, divisé entre la France et la Grande-Bretagne, et ensuite sous tutelle de l'Organisation des Nations Unies, divisée toujours entre la France et la Grande-Bretagne. Vous avez dit que les Camerounais sont très divisés. Je dirais apparemment. Surtout la classe politique. Voilà, c'est peut-être plus vrai de ce côté-là, mais le peuple camerounais n'a pas vraiment de problème. L'un avec l'autre, les différentes parties sont très variées. On compte plus de 250 ethnies, on compte des Camerounais qui vivent dans toutes sortes de sphères géopolitiques, et je pense qu'en gros, ça se passe plutôt bien. Alors les Camerounais seront peut-être d'un avis un peu contraire au vôtre, surtout sur la question que j'aborde qui concerne les fortunes. Des fortunes colossales se sont constituées ici et là sans être le pur produit du travail. Au Cameroun, c'est une évidence, on ne peut pas le nier. Qu'est-ce que l'enseignant que vous êtes, qui n'a que son stylo et son petit salaire, je présume, pense de tout ça par rapport à l'équilibre d'un pays en construction comme le nôtre, comme le Cameroun? Très bien, je pense qu'il ne faut pas vouer aux gémonies toutes celles et tous ceux qui sont dans l'aisance. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont des prédateurs. Cependant, quand quelqu'un gagne 300 000 francs par mois ou 200 000 francs par mois, est-ce que c'est possible qu'il construise? Est-ce que c'est normal qu'il construise une maison de il est 200 millions? milliardaire, Voilà. ça veut dire qu'il y a quelque part Quelque chose qui va pas. quelque chose qui est tout à fait anormal. Donc je crois que c'est déjà un fait. Et l'administration n'est pas le lieu, n'est pas le parcours de quelqu'un qui veut s'enrichir. Parce qu'il faut bien que nous comprenions que c'est le service public, c'est-à-dire le service au public. Mais malheureusement, vous convenez avec moi que c'est récurrent au Cameroun. Il y a un problème, et je pense qu'il est temps pour nous de le regarder en face et d'essayer justement d'analyser les différentes facettes. Je dirais que il y a d'abord, à partir des années 1977, un changement tout à fait visible dans le rapport des Camerounais avec le matériel. Parce que jusqu'à cette période-là, le Cameroun ne produisait pas de pétrole. C'est à partir de 1977 qu'on a vu qu'avec la manne pétrolière, bien que le premier président du Cameroun, président Amadou Ahidjo, disait qu'avant le pétrole, il y a l'agriculture, et après le pétrole, il y aura l'agriculture. Comme pour focaliser le Camerounais sur ce qui faisait la marque de fabrique du Cameroun, c'est-à-dire l'autosuffisance alimentaire du pays. C'était ça notre marque alimentaire. Vous croyez vraiment que le Camerounais lambda, c'est que le Cameroun produit du pétrole aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes un pays en pleine décroissance par rapport à la capacité de production. Mais je parle de 1977. Nous avons atteint le pic dans le début des années 80, 85 par là. Mais vous êtes d'accord avec moi aussi que le Camerounais lambda ne le sait même pas? Non, peut-être pas. Mais il voit quand même, puisqu'il a quand même des membres de sa famille dont il voit un train de vie assez princier. Et je pense que le rapport à l'argent que nous entretenons aujourd'hui est malsain. Il est malsain parce que il a été prouvé dans l'histoire du monde que celles et ceux qui ont changé le monde n'ont jamais été riches. En fait, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Ceux qui ont eu un impact majeur sur la marche du monde ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient riches. Mais ils l'ont fait parce qu'ils avaient d'autres types de richesses. Et nous ne devons pas être des idolâtres, faire une idolâtrie à l'argent. C'est toujours les chemins de la perdition. Malheureusement, c'est ce qu'on vit au Cameroun. Mais il faut le condamner. Et ça m'amène à vous poser les questions de savoir, déjà en tant qu'enseignant, c'est l'enseignant que vous êtes, qui est la base réelle, est-ce vraiment possible de traquer l'enrichissement illicite qui fausse le jeu économique?
et sociale au Cameroun aujourd'hui? Je pense qu'il faut d'abord prêcher par l'exemple. Il ne sert à rien de faire des discours aux gens alors qu'on sait que peut-être vous-même vous êtes corrompu. Je pense que votre... Et qui doit prêcher l'exemple? Je dis ceux qui parlent, ceux qui ont le discours public, doivent être des exemples. Parce qu'en fait, la définition de l'intégrité, c'est la convergence entre votre action et votre parole. Quand vous prenez quelqu'un comme Nelson Mandela, il a toujours dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit, quoi que cela lui coûte. Alors, qu'est-ce que vous pensez, si on enchaîne, on embraye là directement, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ceux qui détournent les derniers publics, c'est-à-dire l'argent qui appartient à tous les Camerounais, et les conséquences sur le développement que ça je pense que c'est un crime, c'est un crime. Bon, il faut être clair, c'est un crime. Mais ce que je n'accepte pas beaucoup, c'est les donneurs de leçons, comme si au Nord, il n'y a pas de corruption. Il y a bel et bien une corruption. Mais le problème, c'est que l'impact de la corruption en Afrique est plus grave et plus dévastateur parce que l'environnement est déjà suffisamment pauvre. Quand on vole une somme importante d'argent en Afrique, la conséquence de ce vol est catastrophique. Alors qu'en Occident, il y a du vol, il faut le dire clairement, et même en droit, comme vous le savez, celui qui est l'auteur d'un crime, c'est-à-dire de vol, doit écoper de la même sentence que son complice. Alors ce qu'on a aujourd'hui, c'est des donneurs de leçons qui viennent nous dire pourquoi nous sommes corrompus, comment nous sommes corrompus, en oubliant qu'une bonne partie de cet argent est logé chez eux. Ils savent très bien, pour la plupart du temps, que c'est de l'argent qui n'est pas tout à fait propre. Donc je dis qu'en droit, celui qui est le complice doit écoper de la même sanction que l'auteur principal. Et c'est pour ça que nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons dire que c'est mauvais quand c'est fait en Afrique. C'est tout aussi mauvais quand c'est fait dans n'importe quel autre continent. Il est notre invité dans cette émission Bâton rompu. Lui, c'est le professeur Jean-Emmanuel Pondy, un jeune et brillant intellectuel africain. Et c'est avec lui que nous discutons de tout, sans sujet tabou. À tout à l'heure. On retourne sur notre plateau, professeur. On parlait tout de suite de l'Occident. Enfin, vous avez fait un petit zeste à l'Occident. On va revenir, justement, pour dire que l'Afrique est là. C'est l'Africain que je parle. L'Afrique doit-elle se soumettre au diktat de l'Occident sur l'homosexualité, par exemple? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense que cette question doit être regardée de très près. Parce que l'homosexualité telle qu'elle est vécue en Occident ressort de leur culture à eux, de leur parcours à eux, qui n'a rien à voir avec nous. Et quel est alors votre point de vue sur ce débat au Cameroun? Moi, je pense que c'est un débat qui ne passera pas ici. Parce que 98,8% des Africains et des Camerounais considèrent non pas que c'est une mauvaise chose, mais que c'est une aberration. Donc, quand on parle d'aberration, il y a une sorte de dégoût à cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Africains, dans notre culture, nous sommes, traditionnellement, ça il faut le dire, avec plusieurs épouses. Donc la polygamie. Ce que rejette... On peut dire qu'on est un peu moins, on est un peu contre même la monogamie d'ailleurs. Oui, voilà. Ce que rejette totalement l'Occident. Et qui est considéré comme un crime grave là-bas. Et si vous êtes surpris dans cette posture, vous êtes expulsé de l'espace occidental. Mais alors qu'ils appliquent cela, ils refusent de comprendre notre plaidoyer, qui est que pour nous, pour notre culture, c'est une aberration. Et eux, ils veulent que nous acceptions cela, tout en refusant notre posture culturelle qui est naturelle chez nous. Donc je ne dis pas que tous les Africains sont polygames, non. Mais je dis que la polygamie dans un pays comme le Cameroun fait partie des dispositions légales qui peuvent être choisies ou pas par un citoyen. Alors, chez eux, en Occident, c'est inacceptable. Qu'ils souffrent de comprendre aussi que pour nous, autant ils condamnent la polygamie pour des raisons culturelles chez eux, autant chez nous, nous en faisons de même pour l'homosexualité. Un point, un trait. Voilà, comme on dit dans les pays voisins, ce qui est dit est dit. Alors, professeur, est-ce que vous vous rappelez de votre première leçon en tant que professeur? Parfaitement. Bon, en tant qu'enseignant, c'est-à-dire que, comme vous le savez, dans notre univers, vous commencez comme assistant, mais l'assistant ne fait pas partie de la corporation des enseignants.
c'est la porte d'entrée. Vous devenez donc enseignant quand vous êtes chargé de cours. Vous y mettez normalement en 6 à 8 ans. Après, vous devenez maître de conférence. Donc, c'est enseignant de rang magistral déjà. Et après, la dernière marche, c'est professeur de rang magistral. Professeur titulaire. Et c'était quoi la première leçon en tant que professeur? Moi, la première leçon, c'était en 2005, comme professeur titulaire. Je l'ai donnée comme leçon inaugurale sur, justement, la vision africaine des relations internationales. Et pourquoi celle-là spécifiquement? Parce que je pense qu'on ne peut pas analyser le monde de la même manière à partir de Kuala Lumpur, comme on le regarde à partir de Los Angeles, ou bien de Yaoundé, ou d'Abidjan. Il me semble que la perspective est tributaire de tout un parcours historique, d'un ensemble d'expériences et d'un ensemble de perceptions, à la fois humaines, sociales et institutionnelles. Et je pense que dans le monde des relations internationales, les 5 continents du monde ne peuvent pas avoir la même vision d'un même concept ou d'une même réalité. Et il est temps pour nous, justement, de reconnaître cela. Non pas pour nous replier dans une sorte de claustrophobie, mais pour dire que quand on parle de la multiplicité des expériences, c'est ça qui fait la richesse, justement, du système international. Quand on se rappelle les années 60, professeur Jean-Emmanuel Pondy, des pays comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire étaient alors au même niveau que la Corée du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne parle d'émergence chez nous qu'un demi-siècle après les indépendances? Alors que la Corée du Sud, je ne vous apprends rien. Oui, justement, moi je conteste ce que j'ai souvent entendu. J'ai souvent entendu cela. On parle de la Corée du Sud, on parle des pays d'Asie, qui sont devenus des dragons aujourd'hui. Et on nous dit que c'était comparable. J'en doute. Je pense que ces pays avaient quelque chose que nous n'avons pas eu. D'abord sur le plan dévastateur de la colonisation. Il faut bien faire attention. Parce qu'en Afrique, on s'est attaqué non seulement à notre culture, mais aussi à notre spiritualité. Ce qui n'est pas le cas pour l'Asie. Les Asiatiques sont restés shintoïstes, taoïstes, confucianistes, etc. Ils l'ont gardé. Alors, bouddhistes, naturellement. Alors que chez nous, on nous a dit qu'il faut se débarrasser de ça parce que c'est primitif, c'est mauvais, c'est arriéré. Et donc, on a créé chez nous un complexe à l'intérieur de notre subconscient. Ce que n'ont pas les Asiatiques. Parce que les Asiatiques sont restés eux-mêmes. Donc, quand on dit qu'on peut comparer la Corée des années 60 ou 50 à l'Afrique des années 50 ou 60, je dis qu'il y a tout ce pan entier qui donne de l'assurance, qui donne de la substance qu'on a essayé d'enlever chez nous. Voilà la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à l'éducation. Le système éducatif en Asie est resté imprégné des valeurs asiatiques. Il est construit sur un fondement asiatique. La référence aujourd'hui en Chine, la référence aujourd'hui au Japon, la référence aujourd'hui en Malaisie, c'est Confucius. Alors que ce sont des peuples qui ne s'entendent pas nécessairement bien. Par exemple, entre la Chine et le Japon, ce n'est pas le grand amour. Mais sur le plan culturel, ils ont le même référent. Chez nous, quel est le référent? Transcontinental. Ça n'existe plus. Notre référent, c'est les anciennes colonies. Vous ne pouvez pas vous développer en étant désarticulé et en ayant malheureusement même la honte et l'embarras de vous-même. Alors que les Asiatiques aujourd'hui, ils sont généralement bien dans leur peau. Ils ne sont pas jugés par rapport aux autres. Quand on dit l'empire du milieu, c'est-à-dire qu'en fait nous sommes le centre du monde. Et c'est comme ça que se considère la Chine. Mais c'est comme ça que doivent se considérer toutes les civilisations. Toutes les civilisations sont au centre d'elles-mêmes. Donc quand on parle de la marginalisation de l'Afrique ou la marginalisation de l'Amérique latine, pour moi ce sont des concepts inacceptables. Nous allons boucler cette première partie de notre émission, de notre entretien, qui aura 2 parties. La seconde va être basée sur l'abécédaire. Et pour boucler cette première partie, juste une question. Que pensez-vous du président Paul Biya? Je pense que le président Paul Biya est quelqu'un qui a beaucoup servi son pays et qui malheureusement n'est pas, après tant d'années, aussi bien connu des Camerounais. C'est mon constat. Parce que quand j'écoute ce que en disent certains, je me rends bien compte qu'il n'est pas totalement bien connu. Bon, c'est peut-être son style,
qui le rend comme ça. Ou alors est-ce que c'est pas une erreur de son staff de communication? C'est possible. Parce qu'il y a aussi ça, quand on sait qu'un pays comme l'Amérique a une agence de communication pour vendre l'Amérique, est-ce que c'est pas une erreur totale du cercle de communication du président Biya? Je pense qu'il y a... De mettre en exergue tout ce qu'il fait. C'est vrai, c'est vrai. Parce que je crois quand même que la jeunesse camerounaise ne peut pas mal connaître son président. Il faut bien connaître tout ce qu'il fait. C'est vrai. Et puis autre chose, je crois que c'est quelqu'un qui n'aime pas le sang, n'aime pas tuer ses compatriotes comme on a vu ailleurs, ou pour un oui ou pour un non, c'est un carnage. Je pense qu'il a vraiment cela en horreur. C'est ce que je dirais de lui, les 2 points centraux. Il est notre invité dans cette émission, lui c'est le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Comme je disais tout à l'heure, c'est un des meilleurs intellectuels africains dont les origines se trouvent au Cameroun. On se retrouve juste après. Dans cette émission que nous accorde gentiment, et ça c'est notre grand plaisir, c'est tout un honneur, on lui sera énormément reconnaissant, le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Cette émission a 2 articulations. La première est celle que nous venons d'achever. La deuxième est basée sur l'abécédaire confidentiel de notre invité. Professeur, dans cette deuxième partie, les questions vont être tirées des lettres de l'alphabet. Nous allons commencer par la lettre A. A comme Afrique. Qu'avez-vous fait pour l'Afrique, professeur? Et comment voyez-vous le développement de notre Afrique? 2 questions en une. Oui. Bon, qu'est-ce que j'ai fait pour l'Afrique? Un cuisinier ne peut faire que sa cuisine. Hein. Donc, est-ce que j'ai suffisamment formé des générations d'Africains à une conscientisation de leur place et de leurs possibilités, de leur potentiel? Est-ce que j'ai mis toutes mes énergies à produire, entre guillemets, des Africains qui soient fiers d'être Africains et qui n'ont pas de complexe où qu'ils soient dans le monde? Parce que c'est ça. Quand vous êtes à l'Institut des Relations internationales du Cameroun, normalement, vous avez à vous frotter aux cervelles de toute la planète, que ce soit à New York, aux Nations Unies, que ce soit à Bruxelles, à l'Union Européenne, que ce soit naturellement à Addis Abeba, à l'Union Africaine. Et ce que je retiens de toutes ces formations, c'est qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait pour que nos envoyés, nos émissaires, soient à la hauteur de la tâche. Donc je pense que nous avons fait ce travail-là. Est-ce bien fait ou pas? Je pense qu'on ne peut pas être juge et parti. On va arriver sur la lettre B. B comme bonheur. Êtes-vous heureux? Tout à fait. Autant qu'on peut l'être. Je veux dire qu'on n'est jamais à 100% heureux. Mais si vous êtes à 70%, c'est déjà beaucoup. Et que signifie le bonheur pour quelqu'un comme vous? C'est d'être en phase avec soi-même, d'être en paix avec soi-même, de pouvoir dormir la conscience tranquille. Ayant été, par exemple, directeur de l'IRIC, je puis dire que aucun Camerounais ne peut se présenter devant moi, dire que je lui ai demandé 1 franc. Et depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais servi le public en retour ou en réclamant la moindre contrepartie. Et je pense que en cela, je peux le dire, et je sais que personne ne viendra me contredire. Donc je dors tranquillement. C'est aussi pour ça que vous êtes notre invité dans cette émission à bâton rompu. C'est comme culture, la musique faisant partie de la culture. Aimez-vous la musique? Bien sûr, bien sûr. Bon, quand j'étais jeune, j'étais dans un orchestre du lycée, bien sûr. Donc, j'aime bien la musique. Pouvez-vous nous fredonner votre chanson préférée? Bon, j'avoue que ça fait quand même très longtemps. Hein, donc, ce serait de mauvais goût de ma part. Mais je peux vous dire ce que j'aime. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, Manu Dibango. J'estime que c'est un génie, c'est un géant. Et nous allons nous en rendre compte peut-être quand il ne sera plus avec nous. Parce que les Camerounais ont l'art de marcher sur des icônes mondialement célébrées. Et je crois que c'est une mauvaise habitude dont il faut se séparer. Quelqu'un comme Manu Dibango, comme Richard Bonnat, comme Charlotte Dipanda et autres, je pense que ce sont vraiment des icônes que le monde entier nous envie. Et il est temps que nous en prenions conscience. Je parle aussi de Caresse Fotso, de X Malea. Tout ce groupe, ils sont dans une effervescence très positive. D comme Dieu. Est-ce que Dieu existe pour le professeur Jean-Emmanuel Pondy? Naturellement que oui. Pour moi, un chrétien ou un croyant, ce n'est pas quelqu'un qui va
tous les jours à l'église et qui se comporte en tyran, en une sorte d'ogre vis-à-vis de ses semblables. Pour moi, quelqu'un qui croit en Dieu, qui croit en la rédemption, c'est quelqu'un qui, au jour le jour, le prouve dans la vie quotidienne avec ses semblables. On n'a pas besoin de se déclarer chrétien ou croyant en Dieu. Ça doit se voir dans la manière dont vous traitez votre prochain. Est-ce que vous croyez à la magie? Pas du tout. Pas du tout. J'ai beaucoup de mal à croire à ça parce que je n'ai jamais été dans un contexte ou dans une atmosphère où la magie a quelque considération que ce soit. J'ai beaucoup de mal à croire à ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça pourrait exister, mais moi personnellement, je n'y crois pas. Et les sorciers? Non plus. Pour moi, c'est pas quelque chose à laquelle j'accorde quelque importance que ce soit. E comme économie. Vous êtes un grand expert en relations internationales. L'Afrique doit-elle avoir peur de la mondialisation de l'économie? Non, mais l'Afrique doit faire très attention aux conditions d'accession dans cette mondialisation, qui risque d'être un marché de dupes. Ou, une fois de plus, elle risque de payer les pots cassés. L'Afrique doit insister sur ce dans quoi elle a ce qu'on appelle un avantage comparatif. Et quels sont ces domaines? Le tourisme, la culture. Or, aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui n'ait marqué la planète qui n'ait pas commencé par la culture. Nous n'avons pas compris cela. Et nous considérons la culture en Afrique comme le parent pauvre, alors que c'est le parent central de toute avancée dans le monde. Regardez, pouvez-vous me citer un pays où il n'y a pas un restaurant chinois? C'est par là qu'il commence. Et après arrivent les acrobates, et après les acrobates, ce sont les commerçants. Voilà. Une fois que vous êtes acquis dans la manière de penser, on ouvre des centres de civilisation et de langue chinoise, et après, on peut converser avec vous, ou alors échanger avec vous. Les Africains n'ont pas compris cela. Nous sommes dans un mode où nous attendons qu'on nous donne. Nous ne comprenons pas que nous avons tout à donner également et dont le monde attend que les fabuleux trésors de l'Afrique soient maîtrisés par l'Afrique et partagés dans le monde. F comme famille. Il paraît, professeur, que derrière chaque grand homme, il y a deux femmes. Sa mère et son épouse. Oui. Quelle place a la famille dans votre vie? Une place centrale, parce que si la famille ne vous offre pas le contexte de sérénité, le contexte de convivialité nécessaire, vous ne pouvez rien produire des fruits de l'esprit, c'est évident. Donc moi je rends hommage à mon épouse chaque jour, et d'ailleurs dans la plupart de mes ouvrages, je le fais, parce que c'est grâce à elle que je peux avoir le cadre idoine pour pouvoir réfléchir profondément, et ceci quasiment tous les jours. Et puis, bien sûr, ma mère, à qui je rends également hommage. Et on arrive à la question G, générosité. Êtes-vous généreux? Je ne peux pas moi-même me qualifier. Ce serait à la fois immodeste et malvenu. Mais croyez-vous être généreux? J'aide autant que je peux. C'est déjà important. Dans la mesure de mes moyens, je n'hésite jamais à le faire. Et que pensez-vous de la solidarité africaine? Je pense que c'est une très bonne chose qui explique pourquoi l'Afrique est encore debout. Parce que si vous prenez les paramètres occidentaux, l'Afrique ne peut pas exister. H comme humour. Je présume que dans les solidarités qui ont toujours été les vôtres, on ne rit pas tous les jours. Mais pouvez-vous nous dire ce qui vous a le plus fait rire? Bon, c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion tout le temps de rire. Mais bon, je pense qu'il faut trouver l'humour là où peut-être beaucoup ne le voient pas. Mais notre travail n'est pas vraiment de travailler sur l'humour. Hein. C'est pas tellement ça. Bon, il y a des humoristes que je trouve très très bons au Cameroun. Moi, j'aime beaucoup Narcisse Kokam, par exemple. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très subtil et qui a un humour fin. I comme Internet, professeur. L'économie numérique née de l'Internet est devenue la première économie. Son chiffre d'affaires, c'est plus de 60 milliards de dollars, soit près d'un quart de siècle de budget pour toute l'Afrique, tout le continent africain. Une somme à laquelle l'Afrique ne contribue pratiquement pas, car l'économie numérique est encore une vue de l'esprit dans la plupart des pays d'Afrique, qui semblent se contenter de donner une attribution de plus au ministère chargé des télécoms. Que pensez-vous que le Cameroun doit faire pour qu'il en soit autrement?
Je pense que le Cameroun et les pays africains en général doivent accepter que là où vous n'avez pas d'électricité, vous ne pouvez pas parler d'Internet. Et ça veut donc dire qu'il faut que ces fondamentaux soient présents. Et l'électricité hydraulique n'est certainement pas la source la plus logique. La source la plus logique, c'est le solaire. Parce que le plus grand ensoleillement de la planète, c'est en Afrique. Pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas qu'il faille développer cet aspect et ainsi dans tous les villages, vous auriez de l'énergie électrique? Parce que ce n'est pas simplement les villes qu'il faut connecter. Il faut connecter des villes moyennes, mais surtout les villages où se fait l'agriculture. Il faut que les commerçants, comme l'a prouvé le Kenya et d'une certaine manière l'Ouganda, il faut qu'ils puissent vendre leurs produits dans le monde entier avec juste en appuyant sur des boutons. Donc je pense que l'énergie électrique est la condition sine qua non pour parler avec sérieux de la connexion Internet fiable. On arrive naturellement à la lettre J. Les jeunes, c'est pratiquement 70% de notre population. Et vous êtes enseignant. Qu'attendez-vous réellement de la jeunesse? J'attends qu'on leur dise certaines vérités et qu'on ne les caresse pas dans le sens du poil. Qui aime bien, châtie bien, dans le sens où il vous dit ce qu'il pense être la vérité. La jeunesse, ce n'est pas suffisant de la qualifier de fer de lance de la nation, ce qui est vrai, mais ça reste un slogan. Si elle n'est pas formée pour assurer une relève positive. Et donc pour moi, il y a plus de 500 millions de jeunes qui ont moins de 18 ans aujourd'hui. Aucun autre continent ne peut vous donner cette statistique. Ça veut dire que l'Afrique est effectivement le continent du futur. Puisque en matière de ressources humaines, c'est nous qui sommes le continent du futur. Maintenant, la jeunesse peut devenir un moteur de croissance ou un boulet qui empêche et qui rend la croissance quasiment impossible. Où se situe la marge entre les deux? C'est la formation. Oui, il faut que la formation soit une formation adaptée aux besoins réels et non pas une formation théorique qui entraîne les jeunes à avoir des diplômes caducs qui ne servent à rien. Il faut vraiment revoir tout le système, c'est ce qui est en train d'être fait maintenant, pour que ce système éducatif sorte des personnes dont les capacités correspondent aux besoins du marché de façon réelle. Et je pense que ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est qu'il faut dire à la jeunesse que rien ne se fait dans le laxisme, l'approximation et le goût du lucre. Il faut le lui dire. Ceux et celles qui ont réussi ont toujours transpiré, toujours travaillé. Et ce que vous voyez comme la facilité n'est que facilité apparente. Quand on vous voit faire votre émission, c'est parce que vous avez des milliers d'heures. Et c'est cette quantité de travail qui donne l'apparence de facilité. Mais cette facilité, elle est une fausse facilité. Elle est basée sur un travail régulier, substantiel et systématique. Il faut que nos jeunes apprennent à travailler et n'attendent pas des entreprises, qu'elles soient des entreprises philanthropiques. Ça n'existe nulle part au monde. Si vous ne savez rien, personne ne va vous engager et ce sera tout à fait justifié. Quand vous avez de la substance, c'est ce que je dis aux jeunes, quand vous avez de la connaissance, quand vous maîtrisez votre domaine, parce que vous vous y êtes attelé, tout le monde va vous courir après, y compris au Cameroun. Merci, professeur. Et je crois que la jeunesse est édifiée, la jeunesse la comprend mieux, et surtout mon caméraman Joël, lui qui n'a que 22 ans, mais déjà qui est très brillant. Et je n'arrête pas de lui dire exactement ce que le professeur dit, et ça fait plaisir qu'il soit là en train d'écouter comme des millions de jeunes Camerounais, des gens en particulier, et puis ceux de l'Afrique aussi, qui regardent avec beaucoup, je crois, beaucoup d'attention et beaucoup, je dirais, d'appréciation même d'ailleurs, cette émission, et c'est un plaisir pour nous de vous avoir. On retrouve le professeur Jean-Emmanuel Ponduit juste après. Comme Kadhafi. Que voulez-vous que l'on retienne de la vie et de la mort de cet homme, professeur? Pour avoir fait une recherche, je pense, assez approfondie sur le personnage, je dirais qu'il est
a deux faces. La face sur laquelle l'Europe s'est concentrée pour finalement l'éliminer, c'est sa face de dictateur politique et d'intransigeant sur le plan des idées qui n'étaient pas les siennes. Il n'acceptait pas la contradiction. Et cela est vrai. Il ne s'agit pas ici de masquer la vérité. Mais l'autre face de Muammar Kadhafi, ça a été celle d'un investisseur dans l'Afrique et en Afrique. Entre 2000 et 2010, 120 milliards de dollars ont été dépensés par la Libye en Afrique. Personne n'a fait cela, y compris les organisations internationales. Et nous ne pouvons pas accepter par conséquent qu'on nous demande de le condamner, non pas par rapport à son rapport avec l'Afrique, mais par rapport aux choses qu'il a faites et qui, je le répète, sont condamnables vis-à-vis de l'Occident en général. Et c'est du mépris, pour moi, que de dire que vous devez faire fi de vos intérêts pour toujours vous aligner derrière les nôtres, quelle que soit la situation. Je pense qu'on doit un peu de respect aux Africains. Et de Thomas Sankara, puisqu'on y reviendra beaucoup plus largement, beaucoup plus après, mais là, quand même en un mot, et de Thomas Sankara, que pensez-vous de lui? Il a été une étoile filante dans le ciel de l'Afrique. Et lequel vous marquera le plus des deux? Davantage Thomas Sankara. Et pourquoi? Parce qu'il a basé son passage sur l'éthique et sur l'éthique de l'exemple. Il a fait ce qu'il a dit et il a dit ce qu'il a fait. Elle comme loisir. Est-ce que vous avez le temps de faire autre chose que votre travail d'universitaire? Tous les 2 jours, je vais courir, par exemple. Je fais du sport. Je lis beaucoup, mais pas nécessairement la science politique. J'essaie quand même de lire autre chose parce que ce qu'on reproche à beaucoup de personnes, c'est d'être bon dans leur domaine, mais totalement obtus dans toute autre chose. Moi, j'aime être ouvert au monde, être ouvert à d'autres civilisations, être ouvert à d'autres modes de pensée, parce que j'estime que la diversité est une richesse. Je n'ai pas peur de ce qui est différent de moi. J'estime que ce qui est différent est un enrichissement quand c'est vu positivement. Et par exemple, en Afrique, au Cameroun, nous avons 250 groupes ethniques et langues. Je dis bravo. M comme modèle. Un de mes aînés dit que 7 milliards d'individus qu'il y a sur la Terre, il n'y a presque personne à admirer. Pour vous, quel est votre modèle? Moi, je serais plutôt dans la vague inverse de votre... la personne que vous avez citée. Oui, un de mes brillants aînés, hein, que j'aimerais bien vous avoir tous les deux sur un plateau, un de ces quatre. Non, je pense qu'il faut avoir des modèles, justement, parce que, sauf à dire qu'on n'a pas besoin des expériences des autres pour croître, pour grandir. Vous en avez un Moi, j'ai plusieurs modèles. Un modèle déjà, pour citer, ouais. Pour moi, quelqu'un comme Nelson Mandela est une icône planétaire. Et Kwame Nkrumah? Également, mais Kwame Nkrumah a fait une erreur stratégique. C'est de penser que on peut s'en sortir dans le terrain politique avec simplement des discours. Et Kofi Annan? Kofi Annan, pour moi, est le meilleur secrétaire général des Nations Unies à date. Parce qu'il a réformé les Nations Unies. N comme négritude. Quelle est la place de la négritude pour vous? Pour moi, la négritude est un sursaut culturel. C'est un cri de protestation, c'est un cri d'alarme contre le mépris, contre le refus de citoyenneté du monde qu'on a asséné aux Africains ou aux descendants d'Africains. Donc je mets ça dans un contexte d'abord culturel, qui a eu dans les années 30, naturellement, son pic, c'est-à-dire le moment le plus saillant, mais aujourd'hui, peut-être d'autres problématiques s'imposent à l'Afrique. O comme ONU. L'Afrique court toujours après un poste de membre permanent du Conseil de sécurité. À 55 voix discordantes qui individuellement ne pèsent rien, peut-on un jour faire entendre la voix d'1 milliard de personnes, professeur? Pour moi, ça ne sert à rien de courir derrière la nécessité de s'asseoir au Conseil de sécurité si les conditions de ce siège et la vitalité de ce siège ne sont pas définies. Je suis presque convaincu que les choses ne changeront pas. Pourquoi? Parce que c'est en 1974 que pour la première fois, on a mis un comité
de transformation du Conseil de sécurité pour une meilleure inclusion. De 1974 à aujourd'hui, rien n'a été fait. Et je dirais, c'est tout à fait compréhensible. Vous ne pouvez pas demander à des pays qui exercent un certain pouvoir sur la planète de diluer leur propre pouvoir. Alors pour moi, il serait important de reconnaître cela et de créer plutôt des voies de contournement où une puissance alternative serait dévolue aux nouveaux pays émergents, tels l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Nigeria et tout cela, où il crée un nouveau pôle de puissance et de pouvoir. Mais je pense qu'il est vain, à mon sens, d'attendre des transformations, parce que d'après la théorie politique que nous appelons la théorie réaliste, on ne pense pas que ce soit envisageable, ou même pensable. Dès le départ, le professeur nous a dit « Je n'ai aucune question taboue ». On arrive à la lettre P, P comme pouvoir. Est-ce que le pouvoir vous intéresse? J'ai du pouvoir. Quand vous arrivez à former, à transformer les êtres humains dans la manière dont ils perçoivent la vie et dont ils vont évoluer dans leur existence, c'est un pouvoir extraordinaire qui n'est pas donné à tout le monde et pour lequel il faut être très conscient et justement le prendre très au sérieux. Pour moi, il n'y a pas meilleure confiance que d'être face à une jeunesse dont vous avez la responsabilité de la formation. Je ne sais pas pourquoi est-ce que... Les gens se focalisent sur notre pouvoir. Il y a plusieurs types de pouvoirs. Vous avez des pouvoirs, vous avez industriels, vous avez le pouvoir technologique, vous avez le pouvoir des médias. Tout à fait. Vous avez... Donc il y a plusieurs... Et je crois que c'est la conjugaison de tout ça qui fait une société qui fonctionne bien. On l'a compris, professeur, dès le début de cette émission, que vous avez effectivement la très bonne manie. D'ailleurs, c'est votre rôle, hein, et puis c'est tout à fait normal pour vous de pouvoir avoir ce type d'approche. Mais là, dans ce cas d'espèce, le pouvoir est le pouvoir de la présence de la République du Cameroun. Est-ce que cela vous intéresse, avec tout votre savoir, de diriger un jour le Cameroun? Vous savez, je crois que chacun a son destin. Et nul ne peut se soustraire à son destin. Si vous êtes croyant, si vous croyez en Dieu, je crois que tout se met en place pour que ce qui doit vous arrive, dans un sens comme dans l'autre. Mais ce que nous devons faire, ce dont nous avons la responsabilité, c'est de très bien faire ce que nous devons faire. Et c'est ça en quoi je crois. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on vous demande de balayer une rue, vous n'êtes pas en mesure de le faire, mais vous voulez être le patron des gardiens, des balayeurs de rue. C'est pas possible. Donc je crois qu'il faut d'abord prouver, là où vous êtes passé, que les témoignages soient concordants et positifs. C'est cette responsabilité que nous devons assumer. Je suis au regret de dire qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne font pas ce à quoi ils doivent s'occuper, mais plutôt sont focalisés sur d'autres choses. Ne sauront même pas faire. Voilà. Donc je ne crois pas beaucoup à cette logique. Ce que nous écrivons aujourd'hui, qui sait ce que ça sera dans 50 ans? L'homme politique n'a pas cette installation dans la durée et dans le temps. Parce que peut-être dans 50 ans, ce que nous écrivons, ce sera au cœur des besoins de la société de ce moment-là. Et vous aurez donc fait un legs que aucun de vos contemporains ne pouvait imaginer à ce moment-là. C'est pour ça que je crois qu'il faut prendre au sérieux ce que nous faisons. Le pouvoir, il est pluriel, il est multidimensionnel. Mais ce qui doit le caractériser, c'est la quête vers l'excellence de ce que vous faites. Et quand vous le faites, inévitablement, vous allez laisser des traces. La question que moi je me pose, c'est pas celle de mon pouvoir à moi, mais c'est du pouvoir de rendre une société meilleure en la quittant que quand vous l'avez trouvée en y entrant. Pour moi, c'est ça. Avec cette question de pouvoir, professeur, je disais tantôt à nos téléspectateurs que nous recevons l'un des plus brillants, l'un des gros intellectuels que l'Afrique compte aujourd'hui dans sa grande famille de plus d'1 milliard d'habitants. Q comme qualité. C'est vrai que, professeur, tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir si vous étiez généreux. Vous avez dit, bon, d'accord, c'est pas à moi de le dire. Mais heureusement, vous êtes arrivé à nous montrer quand même que vous êtes un homme généreux. Et là, professeur, avec la lettre Q qui nous amène à vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous appréciez comme qualité chez un homme?
Pour moi, la première qualité, c'est l'honnêteté. L'honnêteté qui n'est pas facile. Il ne s'agit pas de dire qu'il est facile d'être honnête. C'est un travail sur soi-même, de pouvoir dire la vérité, mais aussi de savoir comment dire cette vérité. Je n'aime pas la flagornerie. Je n'aime pas la flatterie des gens qui disent ce qu'ils ne pensent pas, tout simplement parce qu'ils pensent que ce qu'ils disent est ce que leur interlocuteur souhaite écouter. Écoutez, ouais. Je pense qu'on ne rend service en réalité à personne en entrant et en s'engouffrant dans ce type de jeu. Donc je n'aime pas ça. Et une qualité chez une femme? Chez une femme, ce que j'aime, c'est de pouvoir compter sur elle en tout moment. Quand les temps sont bons, mais aussi quand les temps sont mauvais. Parce qu'il faut savoir que tout cela s'alterne. C'est clair. Il y a des jours où vous êtes dans des jours bons, mais il y a aussi dans la vie des moments difficiles. Il faut que votre compagne, devant qui vous avez passé des vœux, et que ces vœux se réalisent dans tous ces moments-là. Et chez un homme politique? Un homme politique, pour moi, c'est d'abord la vision. Un homme politique qui n'a pas de vision est un gestionnaire du quotidien. Et les gestionnaires du quotidien, c'est des petits bureaucrates qui traitent des dossiers. Pour moi, ce n'est pas des hommes politiques. Et chez vous-même? Un homme politique, c'est quelqu'un qui a une vision et qui s'appuie justement sur cette vision pour transformer le monde. Il faut laisser un pays ou un continent, parce que pour moi, en fait, j'ai oublié de vous le dire, pour moi, la mesure, aujourd'hui, c'est le continent. Si nous voulons laisser notre marque dans le monde, il faut que ce soit en tant qu'Afrique. Il faut qu'on pense continent. Voilà. Et chez vous-même, une de vos qualités, reconnaissez au moins une de vos qualités, professeur? Non, moi, je ne fais pas beaucoup dans l'introspection de ce style. Mais j'aimerais quand même que vous reconnaissiez une de vos qualités. Non, j'espère que je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. C'est déjà une qualité. Oui, je ne fais pas beaucoup de calculs. Quelquefois, ça peut me coûter, mais je me dis que ça vaut le coup. Il faut être en phase avec sa conscience. C'est le plus important pour moi. R comme rancune. Êtes-vous rancunier? Pas du tout. S comme Sankara. Là, on arrive, et je sais que c'est un sujet qui vous plaira. C'est normal. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Je l'ai dit à l'introduction de cette émission, le professeur Jean-Emmanuel Pondy, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, en date pratiquement, un tout petit peu, est celui consacré à Thomas Sankara, dont le titre est Thomas Sankara et l'émergence de l'Afrique du XXIe siècle, c'est-à-dire cet ouvrage. Pourquoi ce livre sur Thomas Sankara? Première question. Et vous dites dans votre livre sur Thomas Sankara, partagez l'intention de bâtir l'Afrique avec les Africains, avec leurs raisons, leurs émotions. Vous en faites une revendication et une exigence d'authenticité. Est-ce réaliste ou utopiste? D'abord, pourquoi ce livre sur Thomas Sankara? Parce que je suis un peu fatigué d'entendre que les jeunes n'ont pas de référence et n'ont pas de modèle. De repères, ils n'ont pas de repères. Je dis que cela est totalement faux. Il y a bel et bien des repères et des modèles dignes d'être émulés en Afrique. C'est autre chose que de dire que nous ne leur prêtons pas l'attention qu'ils méritent. Ça, c'est autre chose que de le dire. Mais nous avons, dans l'histoire de l'Afrique, à la fois lointaine et contemporaine, des gens qui nous ont montré la voie en matière de volontarisme, en matière de dévouement et en matière de sérieux. Et Thomas Sankara, de mon point de vue, est l'un de ceux-là qui, parti de rien, a montré que le dévouement à sa nation, à sa patrie, était le cœur de son activité. Désintéressé, qui gagnait un salaire, je dirais, risible pour un chef d'État. Un salaire risible, à la limite du ridicule. Mais qu'il exposait et qu'il montrait comme exemple. Et il est pour moi l'un de ceux, pas le seul, parce qu'il y a d'autres, l'un de ceux qui a transformé l'action comme exemple en modèle de comportement. Et je suis allé, j'ai parlé à ses parents, j'ai causé avec des membres de sa famille. Son épouse. Et ses parents m'ont dit, bien sûr son épouse, qui m'a fait l'honneur de venir au Cameroun à la dédicace d'un livre qu'elle a accepté de préfacer, parce qu'elle m'a dit que ce qui était dans le livre correspondait effectivement à ce qu'elle a vécu. Un livre d'ailleurs très intéressant que je conseille à de nombreux Africains de le lire, parce que si nous sommes plus d'1 milliard, si on achetait tous ce livre sur Thomas Sankara,
et l'émergence au XXIe siècle, je crois qu'on serait nombreux déjà à comprendre ce que dit le professeur. Oui, continuez, professeur. Voilà, et parce que, en réalité, ce que j'ai compris de ses parents, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas bien décrypté leur enfant. Leur enfant leur a interdit de prendre des présents. Et chaque fois qu'il était informé qu'on avait donné quoi que ce soit à l'un de ses parents, il venait le prendre et le renvoyer à l'expéditeur. Parce qu'il disait qu'on ne peut pas faire une chose et son contraire. Demander de sortir de la corruption et en même temps accepter des gestes qui peuvent être interprétés comme des gestes de corruption. Hors du cadeau traditionnel africain, qui est un geste de bienséance. Mais quand ça dépasse certaines bornes, ce n'est plus un cadeau traditionnel. Et donc, son père en particulier m'a dit qu'il y en a un peu voulu. Mais comment notre fils est président et nous on n'a rien? Et les gens, il était même la risée des gens. Parce qu'en fait, il vivait de manière la plus simple imaginable. Dans une maison assez, je dirais, assez quelconque. Et il considérait que c'était une humiliation. Mais il m'a dit, de sa bouche, que c'est quand son fils n'était plus en vie qu'il a compris la profondeur de l'action de celui-ci. Parce qu'il n'a pas passé une journée sans qu'on vienne lui apporter quelque chose au nom de son fils, du respect mondial qu'a commandé son fils. Donc c'est pour ça que je dis, il faut que nous ayons nos valeurs. Et nos valeurs doivent être construites sur notre culture. Et c'est très important. Et quand vous dites bâtir l'Afrique avec les Africains, avec leurs raisons, leurs émotions, vous faites une revendication d'ailleurs. Oui, je ne suis pas en train de dire que l'Afrique doit vivre en autarcie. Parce que ça aussi, c'est une erreur. Aucun continent ne peut aujourd'hui se passer des autres. C'est d'abord impossible, et puis c'est une folie. Mais chaque continent doit être le centre qui impulse son propre développement. Tout à fait. Et les autres viennent en plus, c'est-à-dire en sus, comme des apports périphériques. Mais on ne peut pas bâtir son budget sur l'aide internationale. C'est à mon avis, c'est un contresens total. T comme traite des Noirs. Vous y croyez vraiment à cette histoire de crime contre l'humanité concernant l'esclavage? C'en est un, incontestablement. C'est un déni d'humanité. Puisque les auteurs de la traite, les acteurs de la traite, ont été obligés de construire toute une mythologie sur l'infériorité de ceux qu'ils ont soumis à ce stade de sous-hommes et de sous-femmes. Parce qu'il fallait justifier leur conscience. Il fallait expliquer pourquoi, de statut d'être humain, on ravale quelqu'un à un statut de bête de somme. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'ai eu l'opportunité d'aller dans les marchés de Virginie, non loin de Washington, voir les marchés où on vendait des êtres humains exactement comme du bétail. On les pesait, on regardait la texture de leur peau, pour les femmes, la texture de leur sein, on regardait leur dentition, et c'est à partir de ces critères bestiaux oui, qu'on déterminait le prix. Qu'est-ce que c'est donc si c'est une sous-humanisation de l'être humain? Donc après, il a fallu bâtir et construire toute une mythologie, tout un discours totalement ridicule sur l'inégalité des races, sur le fait qu'il y en a qui sont supérieurs à d'autres, qui sont plus valables que d'autres. Tout ça, c'est justement à cause de la traite. On ne peut pas le nier. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas revenir dessus. Il faut regarder de l'avant. Ceux qui l'ont fait ne sont pas ceux qui sont en existence aujourd'hui. Et je crois qu'il faut quand même symboliquement reconnaître que c'est inacceptable ce qui s'est passé. Au moins le reconnaître. U comme union. Union africaine. Nous sommes passés d'unité à l'Union africaine. Au-delà des mots, est-ce que cela a vraiment changé quelque chose dans notre vie de tous les jours, professeur? Pas suffisamment. Je suis l'un de ceux qui déplorent que nous ne semblons pas prendre très au sérieux le concept d'unité et d'intégration africaine. À la fois en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'institution africaine, au niveau des gouvernements, au niveau du système d'enseignement, au niveau du système de technologie. Nous n'avons pas accordé cette approche continentale à bonne hauteur. Je le regrette, mais je pense que c'est crucial de le faire. Le grand problème de l'Union africaine, à mon sens, c'est sa visibilité médiocre. Beaucoup de choses
M. Constieka, se font à l'Union africaine, mais ne sont pas sus. Et je dis que c'est en grande partie très déplorable. Parce que... Encore une carence de communication. Oui, j'ai travaillé sur l'aspect normatif, c'est-à-dire la production des textes, la production des concepts, la production des innovations. Mais à quoi sert-il de les faire si ce n'est pas connu? Voilà la question. Et l'Union africaine a une stratégie d'information et non de communication. Tout à fait. Et ces deux choses, c'est pas à vous que je veux les dire, vous qui êtes un grand maître dans ce domaine. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'informer par des petits bulletins. Ouais. Ça n'a pas de sens. Il faut une communication qui a... stratégique et massive. Voilà, qui a l'objectif d'orienter la visibilité vers une sorte d'idéal. Et de créer l'envie. De créer une envie d'émuler et d'être inclus dans cette dynamique. Je pense qu'elle ne fait pas assez rêver l'Union africaine. Or, il faut bien qu'elle le fasse. V comme valeur. Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour vous? Pour moi, la chose la plus importante, c'est de dire que le matériel n'est pas ce par quoi on doit retenir le passage de l'être humain sur la Terre. Et que pensez-vous? Parce que nous partirons tous sans rien. Et que pensez-vous de l'argent? Je pense que l'argent est un très très mauvais maître. Un bon serviteur. Comment? Mais un bon serviteur. Peut être un bon serviteur quand il est utilisé à bon escient. Je ne suis pas contre ceux qui veulent bien vivre, c'est normal. C'est compréhensible. Mais il ne faut pas que ça devienne une obsession au point où on est prêt à sacrifier père et mère et ça devient une obsession extrêmement dangereuse. La société africaine, elle est basée sur des valeurs qui sont des valeurs sociétales. L'homme le plus riche dans une société africaine n'est pas le chef. Tout à fait. Mais l'homme le plus riche en relations humaines est le chef. Donc ça veut dire que chez nous, le plus important n'est pas d'avoir de l'argent, mais c'est d'avoir de l'argent social qui vous permet d'être au centre d'une société et de pouvoir la diriger, mais pour son plus grand bien. Parce que dès lors qu'il est admis que vous ne faites plus ce travail, vous êtes destitué. Voilà l'essence de notre société traditionnelle. Donc je pense qu'il faut d'abord savoir qui nous sommes. Et beaucoup d'Africains d'aujourd'hui se font un plaisir, entre guillemets, d'être désafricanisés. Et veulent être autre chose ce qu'ils devraient être. Oui. Vous ne pouvez jamais être un Européen, vous ne pouvez jamais être un Américain. Ils sont bien ce qu'ils sont. C'est clair. Mais alors, ils attendent de nous que nous soyons des bons Africains. Pas des Africains enfermés dans leur histoire. Non. Mais des Africains qui savent d'où ils viennent et qui sont pour dignes. Mieux se projeter dans le futur. Et d'apporter quelque chose au plateau, à la table du donner et du recevoir universel. Et on arrive à W comme Washington. Je crois que vous aurez beaucoup à nous dire. Vous avez été un des premiers intellectuels à écrire sur Barack Obama. Que pensez-vous de l'exemple extraordinaire que représente quand même cet homme pour la planète? Pourquoi j'écris ce livre? Parce que je suis dans une situation de veille intellectuelle pendant la fameuse campagne de 2008. C'est une campagne qui sort de l'ordinaire. Pourquoi? Parce que, quel que soit le cas, son résultat sera historique. Ça risque d'être la première femme à avoir jamais été présidente des États-Unis. Ça risque d'être le premier Africain-Américain à avoir jamais été président des États-Unis. Mais ça risque aussi d'être le plus âgé des présidents à gagner une élection, c'est-à-dire John McCain. Donc, quel que soit le cas, je me suis donné comme tâche de suivre méticuleusement cette campagne, parce qu'à la fin, l'on gagnerait à produire un ouvrage. Parce que les gens me demandent, mais comment vous avez fait plus d'un mois, juste un mois après, de sortir le livre? Parce que le livre est sorti la veille de la cérémonie d'investiture de Barack Obama. Tout simplement parce que j'avais travaillé avant. Alors, j'écris ce livre également pour une deuxième raison. Pour que les Africains cessent de chercher des excuses pour ne pas agir. Et surtout la jeunesse africaine. Barack Obama avait tout pour ne jamais se présenter. Jamais un noir américain depuis 1776 n'a été à la Maison Blanche, sauf comme cuisinier et de plus en plus comme conseiller du président. Mais il n'a jamais occupé la Maison Ovale. Donc il a allé se demander pourquoi moi, c'est impossible. Deuxièmement, il ne sortait pas d'une famille
patricienne, c'est-à-dire des familles qui de génération en génération ont accumulé des millions de dollars. Par exemple, la famille Kennedy, la famille Bush et autres. Ils ne sortaient pas d'un fief politique solide. Parce qu'en fait, Hawaï n'est pas un foudre de guerre en matière de politique. Donc il a dû s'appuyer plutôt sur l'Illinois, qui est le fief politique de son épouse. C'est un peu comme nous avons Bakassi. Voilà. Il n'avait pas d'argent. Alors il a dû inventer un nouveau mode de financement d'une campagne électorale qui n'a jamais existé avant. C'est-à-dire la micro-approche et le micro-financement par individu. Enfin, Barack Obama avait un handicap, c'est que il n'avait pas de fief politique, ce n'était pas un homme politique. C'est un activiste social, il faut bien comprendre cela, qui se retrouve en politique, comme un cheveu dans la soupe. Mais il se trouve aussi qu'à ce moment-là, son prédécesseur était tellement vomi des Américains et du monde que son approche politique, son intuition politique, sa personnalité politique correspondait aux besoins du moment. Et c'est donc qu'il y a eu un projet, une demande et une offre qui ont été au carrefour du sursaut. X comme xénophobie, professeur. On dirait que le Cameroun a décidé de pratiquer une forme étrange de xénophobie en rejetant comme une abomination ces enfants de la diaspora. Ce que vous décriez tantôt de manière subtile dans une autre réponse à ma question, où vous trouvez un enrichissement de la diaspora. La diaspora camerounaise. Et cette diaspora, pour en finir, professeur, par la force des choses est potentiellement bien, pour le bien du Cameroun. Cette diaspora qui a pris une autre nationalité. Jamais nulle part, ils ont renoncé à la camerounité. C'est une évidence, je les ai rencontrés nombreux aux États-Unis, où j'ai pratiquement fait 20 États, pour essayer de discuter avec certains. Qui a le droit de les rejeter, professeur? A-t-on le droit de rejeter notre diaspora, soit-elle binationale? La diaspora camerounaise est une diaspora que nous enviraient tous les pays du monde, de par sa qualité, de par sa formation, de par sa technicité. Et alors, en quoi, professeur, la double nationalité est-elle un problème au Cameroun? Non, enfin, moi, mon point de vue, c'est que c'est une nécessité. Si on veut accélérer les investissements, il faut le faire. Surtout qu'elle existe pour une catégorie de Camerounais, déjà. C'est pas quelque chose qu'on va inventer, puisque ça existe. Claire. Alors, mais je voudrais dire que l'explication de la méfiance de certains dirigeants camerounais, pas tous, mais de certains dirigeants camerounais, vis-à-vis de la diaspora, vient de l'histoire. Parce qu'il y a eu deux étapes. Il y a eu ce que j'appelle, moi, la diaspora politique, qui est partie du Cameroun parce qu'elle était en opposition politique avec le régime d'Amadou Ahidjo. Cette diaspora avait donc comme centre d'activité une opposition viscérale à un régime qu'il appelait fantoche, qu'il appelait néocolonial, etc. Et vous les retrouviez en Guinée, au Caire, vous les retrouviez en Union soviétique, et des endroits comme ça. Et donc, ce sentiment que diaspora veut dire opposition au système est resté chez certains caciques. Mais c'est oublié, ce qui est grave d'ailleurs, c'est oublier qu'à partir des années 80, il y a une nouvelle diaspora qui va se créer, celle des réfugiés économiques, qui ne peuvent plus revenir au Cameroun, parce que le Cameroun ne leur offre pas une insertion professionnelle à leur niveau. Si vous êtes ingénieur nucléaire, vous n'allez pas venir travailler au Cameroun. Tout à fait. Si vous êtes ingénieur d'un certain nombre comme le Cheikh Modibo Diarra, oui, ingénieur interplanétaire, ce n'est pas au Cameroun que vous allez trouver un travail. Tout à fait. Donc, ces Camerounais hautement qualifiés n'ont pas pu s'insérer parce que le Cameroun rentrait dans une période de récession économique à partir de 1986 exactement. Et il s'est donc créé une deuxième diaspora, elle économique et extrêmement bien formée. Il s'agit aujourd'hui de reconnaître cette dichotomie et de ne pas les affubler de l'impression qu'avait laissé la première diaspora. Est-ce que ceux qui le font, et qu'on sait qu'ils sont là, ils sont tapis
puis pas dans l'ombre, mais ils sont aux affaires. Est-ce que ce n'est pas pour eux une peur de l'excellence dont pratiquement le Cameroun a besoin? Je dirais que la diaspora camerounaise est une des nécessités pour propulser le Cameroun dans le XXIe siècle. Parce que je suis comme vous, j'ai la chance de beaucoup voyager. Et ce que je dis, c'est par expérience. Quand vous arrivez dans une grande structure mondiale, regardez qui est le numéro 1 ou le numéro 2. Vous allez trouver un nom camerounais. Tout à fait. Le nom d'un Camerounais. Et c'est un gâchis énorme. Parce qu'ils sont frustrés. Quand on les regarde, comme on les regarde pour certains d'entre nous, ce n'est pas bien. Parce qu'en fait, ils sont stigmatisés. On leur dit, mais vous êtes partis, Ce sont des arguments qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Aucun sens. Ils sont partis parce qu'il n'y avait pas moyen de travailler ici. Tout à fait. Un point, un trait. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont anti-camerounais ou non patriotes. Tout à fait. Je crois même qu'on peut voir chez eux certains qui sont bien plus patriotes dans la manière dont ils traitent des affaires camerounaises Tout à fait. que certains qui sont ici. Voilà, donc pour moi, c'est un débat qu'il faut régler. Il faut leur donner des opportunités de venir investir, de s'installer et surtout de créer un cadre ici qui soit propice à l'investissement. Ce qui pour l'instant n'est pas encore tout à fait le cas. À bon entendeur, on se retrouve juste après. Professeur, tout en vous remerciant, nous arrivons presque au terme de cette émission. C'est un grand honneur que vous nous faites d'avoir accepté cette émission à bâton rompu. Nous allons quand même... C'est moi qui vous remercie plutôt. Très gentil. Nous allons quand même, dans la lettre Y, parler de Yaoundé, la capitale de votre pays. Cette capitale qui à l'époque, a fait énormément parler d'elle, parce que c'était le siège de nombreuses, même pour vous qui écrivez, qui êtes un grand écrivain, siège de nombreuses éditions, Cameroun. On se souvient que le président Gbagbo disait que son premier livre avait été édité au Cameroun. Aux éditions Clés. Voilà, aux éditions Clés. La plus vieille maison d'édition d'Afrique subsaharienne. D'Afrique subsaharienne. Y comme Yaoundé. C'est l'une des villes les plus importantes d'Afrique, pour ce que je disais tantôt. En raison, entre autres, de la position géostratégique du Cameroun et de son histoire dont l'Afrique ne connaît pas toujours cette complexité qui fait de ce pays l'Afrique en miniature. Peut-on, pour autant, dire que Yaoundé est une belle ville, professeur? Yaoundé s'est améliorée. C'est-à-dire qu'elle est partie d'une bourgade à une ville qui a quand même aujourd'hui le minimum qu'il faut pour parler de ville. Mais il y a encore beaucoup à faire. Je suis au regret de dire que l'attitude de certains Camerounais est une attitude incompréhensible. Le délégué du gouvernement avait un projet pour Yaoundé. Mais malheureusement, il a été stoppé net dans son élan par des gens qui s'opposent systématiquement à toute transformation. Pour avancer, il faut accepter de casser un certain nombre de choses pour créer de nouveau. On ne peut pas systématiquement dire, bon, on ne va pas ceci, on ne va pas changer cela, et en vous demandant le changement. Yaoundé a ceci de particulier. J'ai écrit un ouvrage dessus, ça s'appelle Redécouvrir Yaoundé, une esquisse de l'histoire politique et diplomatique de la capitale camerounaise, en français et en anglais, où je reviens justement sur pourquoi est-ce que Yaoundé a été choisi comme capitale du Cameroun, mais surtout, la particularité de Yaoundé, c'est qu'elle s'est inscrite dans l'agenda diplomatique mondial. Ce qui aujourd'hui est devenu les accords de Lomé, étaient d'abord les accords de Yaoundé, 1963 et 1969. C'est dire combien nous avons perdu. Bon, disons qu'après 2 rounds, normalement ça passe à une autre ville. Donc, mais Yaoundé a ceci de particulier qu'il n'y a jamais eu de bataille ethnique ou religieuse dans la capitale du Cameroun. Jamais. Comment peut-on se rendre compte, professeur, quand vous étiez jeune, nous sommes pratiquement de la même génération, quand on voyait cette belle ville de Yaoundé avec ce qu'on peut appeler à Paris la Seine, on avait notre Mfundi qui n'existe même plus. Premier cas. Mais avant de continuer, on va regarder 2 images, puisqu'on parle souvent du pôle Afrique centrale avec le Cameroun et le pôle Afrique de l'Ouest avec la Côte d'Ivoire. On va regarder 2 photos. Yaoundé et Abidjan en 1960. Ensuite, Yaoundé et Abidjan en 2000. Yaoundé et Abidjan en 2005. Yaoundé et Abidjan en 2010.
Et on va regarder Yaoundé 2016 et Abidjan 2016. Regardez le bond systématique en moins de 5 ans d'Abidjan. Vos commentaires. Non, il est clair que la Côte d'Ivoire en général, mais Abidjan en particulier, parce qu'il ne faut pas oublier Yamoussoukro aussi. Hein, non, je suis resté sur 2 villes. Ces deux villes ne peuvent pas être comparées. Elles ne peuvent pas être comparées en matière d'infrastructure. Il faut être honnête, il faut le dire. Je crois que la ville de Yaoundé souffre d'un certain nombre je dirais, de tares. La première tare de Yaoundé, c'est que le merveilleux paysage de Yaoundé n'a pas été exploité à bon escient. C'est-à-dire que les crêtes, c'est un paysage de crêtes qui est comparable à Kampala, quand vous arrivez à Kampala. Vous voyez comment Kampala est exploité? Je pense qu'on n'a pas exploité suffisamment. Je pense aussi que la croissance de la ville n'a pas été prise en considération en termes stratégiques. Nous sommes toujours en train de courir après ce qui se passe. Plutôt que de créer des quartiers. Il y a eu Biémassi qui a été créé, il y a eu Mendon qui a été créé, il y a Siméon qui a été créé. Mais, jusqu'à présent, ces quartiers ont été rattrapés par, je dirais, l'anarchie qui est dans notre esprit. En permanence. Oui, nous avons un esprit qui ne s'accommode pas de l'ordre et de la discipline. Moi, je crois davantage à l'autodiscipline qu'à la discipline. Quelqu'un disait, professeur, sans vous interrompre, qu'on aurait voulu donner à l'actuel délégué du gouvernement à Yaoundé 20 ans supplémentaires, il aurait changé Yaoundé. Mais il a été stoppé net. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun chantier à Yaoundé. Et pourquoi? Parce que pour qu'il initie un chantier, il doit avoir 10 visas de différents départements ministériels. Donc en fait, ça veut dire qu'il a été tout simplement phagocyté dans son œuvre. La question que je me pose, qui gagne à cela? Est-ce que ces gens peuvent dire qu'ils aiment le Cameroun? Je dis non. Pas du tout. Donc vous rejoignez ma réponse, ils n'aiment pas le Cameroun. Z comme 0. Professeur, nous allons boucler cette émission avec 0. Avez-vous eu 0 un jour dans vos études si brillantes? Jamais. Jamais et jamais. Professeur, nous souhaiterons que vous parliez à l'Afrique, à la jeunesse, et ce sera votre dernier mot dans cette émission. Les non-africains sont davantage portés à la lecture que nous. Or, pour moi, la plus grande maladie dont souffre le continent, ce n'est pas nécessairement le VIH ou le paludisme ou la tuberculose, qui sont des maladies importantes dont il faut s'occuper avec beaucoup de sérieux. Attention. Ou encore le trop parler politique. Mais la plus grande maladie dont nous souffrons, c'est l'ignorance. Parce que celle-là, elle accélère la gravité des autres maladies. Et moi, j'invoque et j'implore la nécessité de prendre très au sérieux ce qui est écrit. Il faut lire, il faut scruter les écrits, parce que tout est là-dedans. Et la plupart du temps, ceux qui sont nos interlocuteurs en savent plus sur nous-mêmes que nous. Et donc, ils ont un déçu sur les négociations, sur le futur. Et donc, il faut vraiment que nous ayons à cœur d'investir dans la connaissance et le savoir. Non pas comme loisir, mais comme outil stratégique de développement. C'est ce que je voudrais dire. Et c'est vraiment pour ça que je dois dire qu'on doit avoir dans chaque famille une bibliothèque, dans chaque famille un budget d'investissement pour l'acquisition du savoir et du connaissance. C'est comme ça que d'autres peuples ont fait un saut qualitatif et se sont inscrits dans la marche du monde, non pas comme suiveurs, mais comme acteurs centraux. Merci professeur. Merci professeur. C'est moi qui vous remercie. Merci pour cette entrevue que vous avez accordée. C'était le professeur Jean-Emmanuel Pondy, notre invité dans cette émission à bâton rompu. Que dire quand on reçoit l'intellectuel, quand on reçoit quelqu'un qui édifie la jeunesse, quand on reçoit quelqu'un qui a pour passion de voir une jeunesse faire un sursaut, un bond qualitatif pour le reprendre, on peut tout simplement être heureux de vous avoir accordé ces quelques moments avec lui et surtout de dire simplement à l'Afrique en général de lire. C'est le dernier mot qu'il faudra retenir de cette interview. Lisez, lisons et faisons lire. Au revoir.